Salut gang! Alors oui, Dimanche on lit, édition du 9 novembre 2025. Content d'être là. Écoutez, aujourd'hui, une émission hyper intéressante qui va dans deux directions un peu différentes. Alors, en deuxième demi-heure, on va recevoir Anne Deléan, qui est une réalisatrice de séries que vous écoutez à tous les jours, mais qui est aussi, en fait, qui avait écrit des essais, des trucs, puis là, maintenant, elle se lance dans le roman. Elle a écrit un truc qui s'appelle « Elle devient rafale », qui est un truc vraiment intéressant, qui se passe pendant la tempête de neige du siècle, 3 personnages qui vivent toutes sortes d'aventures. C'est vraiment un roman bien fun à lire. Puis, Anne, elle va être ici avec nous. En première demi-heure, tout de suite après la pause, on reçoit Éric Bédard, que vous connaissez, historien connu, qui a écrit un paquet d'affaires, qui a écrit... je le reçois pour 2 affaires, en fait. Il a écrit le 3e tome avec d'autres historiens, évidemment. Figure marquante de notre histoire, partie 3. Il y a eu partie 1 que j'ai ici, puis il y a partie 2 que j'ai ici aussi. Donc, on va parler de ça. 3e tome, vraiment intéressant. À mon avis, c'est un truc que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, les 3 tomes, je veux dire. Et il a écrit, en réédition, un autre truc qui s'appelle... que j'avais pas lu, moi. Année de ferveur 87-95. Éric a été, pendant quelques années, directeur des jeunes péquistes. Et en plein pendant le référendum de 95, d'ailleurs. Donc, il a côtoyé Parizeau, Bouchard, tous les gros événements de cette affaire-là dont on n'arrête pas de parler depuis 2 semaines. Lui, il était là-dedans. Alors, il va nous en parler. Alors, ça va être vraiment très, très intéressant. Alors, je rappelle à tout le monde que c'est mon metteur en ondes préféré qui est ici avec nous, Jean-Yves Lemay. L'émission se fait en collaboration avec la librairie à lire, qui est à 3 portes d'ici, qui va, à partir d'aujourd'hui, mais bon, ils sont sûrement déjà là, mais qui va mettre en vitrine les livres dont on parle à l'émission. Alors écoutez, comme d'habitude, installez-vous, prenez votre café, ça va être une émission vraiment passionnante. À tantôt. Alors, de retour donc, j'espère que vous avez pris votre café, que vous êtes bien installés, on va parler, on va commencer par parler de figures marquantes, hein? Figures marquantes 3. Écoutez, à mon avis, c'est une œuvre de référence, là. Je parle des 3 tomes, encore une fois, là. Il y a là-dedans, les 3 tomes à la fois, il y a à peu près 50 personnages historiques du Québec, qui ont été écrits sous la direction d'Éric. Éric, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon. Très bien. Alors, Éric, qu'on n'a plus besoin de présenter, historien, professeur à TÉLUQ, membre de l'Académie des lettres du Québec, auteur de plusieurs œuvres historiques, mais aussi, on va en parler dans un autre bloc, aussi, tu as été vraiment impliqué politiquement à une certaine époque. Oui. Alors, dis-moi donc, ça vient d'où ce projet-là, Figure marquante? Là? Figure marquante, ça vient, en fait, c'est vraiment une initiative de la Fondation Lionel Groulx. La Fondation Lionel Groulx, au début, c'était une fondation de recherche avec c'était un centre d'archives, il y a des chercheurs à aller voir ça. Mais ça allait un petit peu... le modèle d'affaires, disons, c'était un peu compliqué à financer. Okay. Alors là, les gens de la Fondation ont dit, on va faire un virage vers le grand public. Il y a une demande, il y a un appétit pour l'histoire dans le grand public et il faut trouver une façon de leur offrir des contenus clairs, vulgarisés, mais dans le sens noble, et peut-être aussi créer des événements, proposer ça dans différentes plateformes. Alors, la Fondation, par exemple, Lionel Groulx a publié un tome 2 de Nos géants avec Biz et Claudia Larochelle. Ça s'adresse à des adolescents. Ouais. Et ils avaient développé toute une série de conférences qui s'appelait 10 journées qui ont marqué le Québec. Ça fait un beau livre. Oui. Ça a eu un grand succès. Ouais. Les salles de la grande bibliothèque étaient pleines. Puis après le succès des 10 journées, ils ont dit, tiens, pourquoi pas autour des personnages? Faisons ça tourner autour des personnages. Et ils m'ont demandé d'animer des entretiens qui ont commencé en 2015 puis qui se sont terminés, parce que là, je trouvais que j'avais fait un peu le tour après 7 saisons, en 2023. Et puis, on a donc interviewé 59 chercheurs. Et tous les entretiens, d'ailleurs, sont en ligne sur le site de la Fondation Lionel Groulx ou de BANQ. Mais le livre, là, c'est pas le verbatim des entretiens. Ça, je tiens à le dire. Ouais. C'est pas un verbatim des entretiens, puis c'est pas des entrées Wikipédia, là. Tu sais, non, mais parce qu'aujourd'hui, tu fais... Denis Trudel, t'as sûrement une page, toi aussi. J'imagine. J'ai pas été voir, mais j'imagine. En tout cas, non, mais aujourd'hui, on a en ligne tellement d'informations. Ouais. Ça, c'est des chercheurs qui nous proposent un point de vue
sur les personnages qu'ils ont étudiés. Okay. Donc, c'est un point de vue investi, c'est un point de vue, ils défendent un point de vue, ils nous font voir des choses que peut-être, justement, on ne verrait pas sur une fiche Wikipédia, parce qu'ils ont étudié le personnage, ils ont pratiqué le personnage. Fait que là, on s'est dit, bon, une fois qu'on a fait maintenant ces 59 entretiens, on va en faire une série de livres qui, espérons-le, merci de l'avoir dit, peut-être être des livres de référence. Ah, moi, je pense qu'il faut que ça le devienne. On peut les lire, évidemment, d'un couvert à l'autre, mais on peut lire un personnage en particulier. Et on a divisé ça en 3 thèmes. Donc, c'est pas les 59 qui ont été retenus. On a sélectionné les textes parce que les auteurs, quand on recevait un invité, évidemment, il y avait la prestation de l'entrevue, mais on lui demandait un texte libre de droit, original. Et donc, on a retenu ceux qui sont, à notre avis, les plus investis, ceux qui présentent un point de vue fort sur le personnage. Et ça a donné ça. Donc, on a divisé ça par thème. Bâtir, premier volume, donc plus sur la Nouvelle-France peut-être. Ensuite, lutter, des combattants. Et enfin, inspirer. Donc, que ce soit des artistes, des intellectuels, mais aussi un coureur de bois comme Radisson. C'est un personnage incroyable. C'est un personnage incroyable, C'est incroyable. On peut pas imaginer ce que ça représentait. Il a été kidnappé par des Iroquois quand il était adolescent. Torturé. Il s'enfuit. Il arrive dans un village de Hollandais. Les Hollandais se rendent compte que c'était un Européen parce qu'il était habillé, il était attriqué, si vous voulez, comme un Iroquois. Alors, et ensuite, il s'en retourne en France, il revient, il tourne le dos aux Français parce que les Français veulent rien. Enfin, c'est un parcours incroyable. D'ailleurs, la compagnie de la baie du Son, c'est Radisson. Ouais. Donc, non, c'est vraiment un personnage fascinant, mais il y en a plein d'autres. On a invité, ça avait été un coup de cœur, on avait reçu le fils de Gratien Gélinas, Pascal Gélinas. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pas toujours des professeurs d'université, c'est la plupart, c'est des professeurs d'université, mais par exemple, Pascal Gélinas avait fait un documentaire sur son père. Tu sais, sinon, on n'invite pas nécessairement le fils ou la fille de, mais il avait fait un documentaire, il y a une réflexion autour de son père. J'ai trouvé que c'était très généreux, l'entretien qu'il avait fait avec nous, puis son texte, on l'aime beaucoup. On découvre un Gratien Gélinas, personnage un peu insoupçonné. C'est un personnage qui a été... enfin, vous allez le découvrir, ses parents s'étaient séparés à une époque où personne ne faisait ça. Ça explique Ticoc, tu sais, le syndrome de celui qui a pas qui est orphelin. Non, enfin, il y a des textes très beaux, très forts, très touchants. Et oui, j'espère que les gens vont trouver leur compte. Oui, parce que moi, j'ai découvert du monde. Il y a des personnages que je connaissais. Oui, un peu moins connus des fois, qu'on a choisi, mais qui ne sont pas nécésalement super connus. Tu sais, Idola Saint-Jean, c'est un nom que je croisais en lisant d'autres choses. Ouais. Mais tu sais, tu lis d'autres affaires, puis Idola Saint-Jean, puis là, tu décris une femme, c'est pas mariée, qui a vécu au début du siècle, qui s'est battue pour le droit de vote. Exactement. Il y a aussi Thérèse Casgrain, qui est présentée par Nicole Forget, qui est sa biographe. Oui, donc on a voulu présenter à la fois des femmes qui ont lutté pour les droits des femmes, mais des femmes qui ont, par leur travail, permis à d'autres femmes, comme par exemple Robertine Barry, qu'on appelait Françoise. Oui. Pour moi, c'est une ancêtre de Lise Bissonnette. Éric, il faut que je te coupe, c'est passionnant. On y revient tout de suite après la pause, mais on s'en va en français, on vient dans 2 minutes. Je vous rappelle, on est à Dimanche on lit, commandité par la librairie Allée. Prenez-vous un autre café, on revient, ça va être vraiment le fun. À tantôt. Oui, alors on revient Dimanche on lit. J'espère que vous avez pris un deuxième café, que vous êtes prêts pour cette deuxième partie de l'émission. Alors oui, je discutais avec Éric, on parlait d'Idola Saint-Jean, qui était une suffragette, qui était une avec d'autres, avec Thérèse Casgrain. C'est pas qu'un de monde qui sont... Mais, Éric, je veux t'entendre là-dessus. Moi, il y a une affaire qui m'a toujours un peu gossé. Le droit de vote des femmes a été accordé en 1918 au fédéral et au Québec, c'est en 1940. Moi, j'aime beaucoup l'idée... Enfin, depuis la Révolution tranquille, en tout cas, le Québec est une terre de progressisme plus que le reste du Canada. Moi, c'est l'idée que je m'en fais. Pendant que j'étais à Ottawa, j'avais l'occasion, sur plein de sujets, de le vérifier. Pour moi, c'est une vérité. Mais là, soudainement, au début du siècle, en tout cas, on a été 20 ans en retard du fédéral. Comment t'expliques ça, toi? Alors, d'abord, le poids de l'Église. L'Église catholique, après la défaite des rébellions, après la répression des rébellions, l'Église a joué un rôle très important au niveau moral, politique. Et donc, l'Église, là, les politiciens avaient beau être des fois des libéraux, des libres penseurs, mais on faisait attention de pas prendre le contre-pied de ce que l'Église disait. Alors, l'Église, évidemment, pendant très longtemps, était contre le droit de vote des femmes en disant que c'était pas la place des femmes dans la sphère publique. Et ça, c'est une première explication. Mais une deuxième explication, c'est... OK, c'est vrai que par rapport aux anglo-saxons, par rapport aux pays protestants, le Québec
mais le Québec, mais toutes les sociétés majoritairement catholiques ont pris plus de temps à donner le droit de vote. La France, l'Espagne, Portugal, tous les pays de tradition catholique. La France, dans 1944, c'est De Gaulle. C'est même après nous. Je veux dire, la France, c'est quand même le pays des droits de l'homme. Je savais pas ça. Ben voilà. Donc, si on se compare aux pays, aux sociétés majoritairement catholiques, on est à peu près synchronisés. Si on se compare aux sociétés protestantes, on est en effet un peu en retard. Wow, ça, c'est intéressant. Et une autre chose aussi, c'est que nous, souvent, on a la tendance à projeter le féminisme en disant le féminisme libéral, égalité des personnes. Ce qu'on montre dans nos livres, c'est qu'il y a eu différents courants du féminisme au Québec, comme ailleurs. Hein? Idola Saint-Jean, c'est une pionnière d'un féminisme qu'on dirait libéral. C'est-à-dire les femmes sont égales aux hommes, puis ils doivent avoir les mêmes droits. Ça, c'est un peu notre... Oui. C'est comme ça que notre génération, on a grandi. Mais il y a eu une première vague de femmes qui ont défendu le droit de vote, Marie-Gérin-Lajoie, qui disait non, nous, il faut le droit de vote parce qu'on est des mères, on a des compétences que les hommes n'ont pas. C'est un courant qu'on appelait maternaliste. Donc, plus conservateur et plus aligné aussi sur l'Église. Alors, c'est ça qu'on montre dans les livres. L'Église les aimait plus, eux. Ben oui, puis, mais c'était sincère. C'est-à-dire, je pense que ces femmes-là étaient des femmes plutôt conservatrices qui disaient, nous, on a une vocation, on a une nature, tu sais. Le mouvement féministe a toujours dit il n'y a pas de nature féminine. Hein? On n'est pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Hein? Donc, alors là, on a une époque où les femmes, il y a des femmes qui disaient non, on a une nature, on a une essence maternelle. Puis parce qu'on a cette compétence-là, ce savoir-là, il faut voter parce qu'on a plein de besoins dans la société, notamment en termes d'hygiène. C'est le début des politiques d'hygiène à Montréal parce qu'il y avait un taux de mortalité infantile très élevé. Ah, vous voyez la rhétorique. Mais c'est ça qu'on montre. C'est ça les subtilités de comprendre le passé, de voir que les gens peuvent défendre une cause, mais pour des raisons qu'aujourd'hui, on trouve étonnantes. Nous surprennent. Très intéressant. Moi, il y a un autre personnage que je connaissais moins. Bon, évidemment, là-dedans, il y a... Christian Gignon en a parlé. Émilie Gamelin, qui est un personnage vraiment intéressant. Émilie Gamelin, là, moi, là, c'est une femme qui me bouleverse. Oui, c'est bouleversant, Émilie Gamelin. 30 ans, elle avait perdu 3 enfants puis son mari. Ah oui, c'est ça. Elle est veuve à 30 ans. Ah oui. Alors, il y en a combien? En 1820, à peu près. Dans les années 1825, 1830. Ouais. Là, je veux dire, il y a bien du monde qui ferait des dépressions ou qui se suicide. Elle a créé une œuvre avec l'argent que son mari lui laisse, qui était un peu plus âgé qu'elle. Moi, je suis une femme que je trouve bouleversante et qui va faire beaucoup, qui va rebondir. Moi, c'est ça, les biographies. On a des exemples des personnages qui ont eu des épreuves, qui ont eu des doutes, puis qui ont rebondi. C'est pour ça que je pense que le genre biographique est aussi populaire. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, l'autre personnage que je connaissais pas, Jacques Couture. Ah oui. Écoute, sérieux, Jacques Couture, l'entente Colin Couture sur l'immigration, mais je ne savais pas que ce gars-là, c'était un jésuite. Exact. Qui travaillait avec les pauvres à Saint-Henri. Puis... Quand on parle du PQ de l'évêque, puis qu'on veut parler de l'ouverture aux immigrés, on parle presque toujours uniquement de Gérald Godin. C'est vrai. On n'a pas tort, c'est un homme qui a montré beaucoup d'ouverture. Tout à fait. Mais je trouve que, en tout respect pour Gérald Godin, la contribution de Jacques Couture... est absolument incroyable. C'est incroyable. Oui. D'abord, l'entente Colin Couture que tu as mentionnée, donc avec le fédéral, la première grande entente qui permet au Québec de sélectionner ses immigrés, mais surtout, le fameux premier programme de parrainage. C'est lui qui a été le premier à créer un programme de parrainage que le fédéral ensuite le fédéral a suivi avec Flora MacDonald, c'était une ministre conservatrice. Donc, c'est quoi le programme de parrainage? C'était de dire aux gens, parce que là, il y avait le drame des boat people. C'était les Vietnamiens qui fuyaient. Il y avait des images horribles. Les gens fuyaient sur des petites embarcations, fuyaient les Khmers rouges, puis les communistes. Et là, il y a le ministre Couture qui dit, écoutez, voilà un programme de parrainage, et on a vu ça dans le film sur Kim Thuy. Le film, puis le roman Roux de Kim Thuy. C'est ça, vous parrainez. Donc, pendant 1 an, vous êtes responsable de ces gens-là, et puis vous portez garant, puis ces gens-là, vous les accueillez, vous les aidez. Pendant 1 an, s'il y a un problème, c'est vous qui payez. Il y en a 8000 au Québec qui ont fait ça. Pas juste du monde du plateau puis du Myland, de partout au Québec. Un grand bonhomme. Un grand bonhomme. En effet, un jésuite. Puis après ça, il est retourné à Madagascar, puis voilà, il a poursuivi son excellent, Éric, il faut retourner à la porte. Oui. On est emporté. On a des grands personnages au Québec, c'est vrai. Alors, on va à la pause dans 2 minutes. On revient, prenez pas un autre café. Non, parce que là, c'est moi qui est en train de vous énerver, là. À tantôt, gang.
Bon, hey, on est bien énervé. Ah oui, excusez-moi, j'espère que je... On revient, non, Éric, il a eu une bonne nouvelle, là, son fils, il a été nommé recrue de l'année. Explique-moi donc, Éric, c'est quoi qui se passe? Non, mais il est parmi les meilleurs recrues de la Ligue ontarienne de football universitaire. Je suis bien content pour lui. Je comprends, très content. Bon, Éric, écoute, on redit à tout le monde, figures marquantes de notre histoire 1, 2, 3 sont disponibles chez tous vos bons libraires à partir de maintenant. Sérieux, achetez ça là, pour vos enfants. Ça se feuillette, un à la fois. Moi, c'est comme ça que je fais ça. Ils sont toujours sur ma table de chevet. J'en fais un ou deux par soir, pif, paf, pouf, des personnages que je connais moins. D'autres que je connais, mais que des fois, ça vaut la peine de se replonger dedans pour des facettes qu'on n'aurait peut-être pas pigées. C'est très, 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 très intéressant. Bon, il y a un autre truc que tu as écrit récemment, Éric, que moi, je n'avais pas vu. C'est une réédition de 2015. Bon, c'est ça. Moi, je n'avais pas vu passer à l'époque. Bon, on est là-dedans, les amis. Bon, là, on est le 9 novembre maintenant. Là, c'est un petit peu passé, mais on est encore les années... c'est les 30 ans du référendum. Ben oui. Éric, en plus d'être historien puis d'avoir écrit un paquet d'affaires puis de participer à un paquet d'affaires, a été, dans son jeune temps, un vrai militant. Oui, absolument. Un vrai militant. Ça, je ne savais pas, Éric, de toi. Ah oui, ben oui. Tu es président des jeunesses péquistes. Quand j'ai commencé à être historien, tout le monde me parlait de mon militantisme avant. Oui. Là, les gens, maintenant... C'est normal, ça fait 30 ans. Ils ne savent plus que j'ai fait ça, mais oui, je renie absolument pas mon passé. Je suis très fier de... Mais très jeune. Écoutez, je sais pas, quel âge as-tu, Denis, déjà? Moi, j'ai 62. OK, t'es un peu plus vieux que moi. Moi, j'ai 55. Mais tu sais, moi, j'ai eu 20 ans en 1990. Tu sais, les boomers nous parlent de 68. Oui. Mais moi, je pense qu'avoir 20 ans en 1990, là, c'était extraordinaire. Parce que là, il y avait comme un vent de changement dans le monde. Hein? C'était la chute du mur de Berlin. Ah oui. Les pays d'Europe de l'Est revenaient. Moi, j'étais un admirateur de Václav Havel, poète qui devient président de son pays. Les anciennes républiques soviétiques. Tu sais, les nations étaient à l'avant-plan de l'histoire. Nation rimait avec liberté. Et puis au Québec, échec de l'accord du lac Meach, souveraineté à 65 %. Fait que moi, là, t'étais un jeune politisé, t'aimais ton pays, tu peux pas faire autrement que de plonger là-dedans, de devenir un peu militant, parce que l'histoire était là. L'histoire, ça se jouait l'histoire, là. Je l'étudie, mais l'histoire de dire on y assiste, puis on y contribue modestement, là, tu sais, chacun selon ses moyens. Mais c'est exaltant quand t'as 20 ans. Alors moi, j'ai commencé comme ça à m'impliquer très tôt dans le mouvement souverainiste. Puis là, quand M. Parizeau est arrivé, moi, c'était mon homme. Moi, je veux dire, moi, je suis pas de la génération Lévesque. J'ai presque pas connu René Lévesque. Mais Jacques Parizeau, j'avais une admiration pour lui. C'est un homme de conviction, c'est un homme brillant. Donc, je me suis impliqué et des président des jeunes péquistes en 94 et donc d'être un des co-porte-parole des jeunes pour le oui en 95. Donc, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Puis je me disais, moi comme historien, j'aime ça lire les récits, pas juste des acteurs principaux, mais tu sais, des acteurs un peu périphériques autour qui nous disent un peu comment ils ont vécu des grands événements. Comment ça a été? Fait que moi, comme j'étais un lecteur de ça, je dis, je vais essayer d'écrire un livre comme ça. Je me donne pas une importance que j'ai pas, mais je raconte du point de vue d'un jeune de l'époque, pourquoi d'abord on était souverainiste, puis comment j'ai vécu les événements, qu'est-ce que c'est un parti politique, qu'est-ce que c'est militer, qu'est-ce que c'est un militant. Ouais. La psychologie du militant. Oui. Tu parles du porte-à-porte de tout, c'est quelque chose que je connais. J'espère que je t'ai fait rire un peu. Oui, ça me fait beaucoup rire. Des fois, puis j'ai de l'humour, comme tu as vu. Oui, tout à fait. Alors, c'est à la fois un récit humain. C'est bien écrit, c'est vraiment le fun. Alors, c'est ça, je voulais donner aussi un aperçu, des fois, des trucs un peu drôles là, qu'on peut vivre, mais aussi des moments de transport, d'exaltation. Puis toi, tu sors de la politique en ce moment. Tu sais, c'est des hauts et des bas. Ouais. Tu sais, c'est des montagnes russes. Ouais. Les gens n'ont pas vraiment idée de ça. Mais je voulais un peu expliquer ça, même si j'étais un militant, je n'étais pas le conseiller du prince, je n'étais pas ministre. Mais un mais t'étais proche, là. T'étais vraiment j'étais sur l'exécutif national. Jacques Parizeau, Bouchard, tous ces grands acteurs de l'époque. Puis c'est intimidant, hein, quand t'as 24 ans. J'imagine. C'est intimidant. J'imagine. Oui, mais j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a tellement apporté pour tout le reste de ma vie, cette expérience-là. Les relations avec les médias, tu sais, comment... ça m'a beaucoup appris le fonctionnement d'un État, d'un parti. C'est vraiment une... Oui, il y a une chose qui m'a frappé, qui est plus politique, là. Ouais. Tu parles beaucoup, à un moment donné, que on disait que c'était un truc du passé. On disait de Parizeau, quand il est revenu aux affaires en 1890, c'est une affaire du passé, la souveraineté, c'est pas mort. C'est le même discours qu'on entend aujourd'hui. C'est le même discours. Je le sais, ça fait pendant des années, j'entendais ça. Les jeunes sont dans la mondialisation, les jeunes sont dans l'environnement.
c'était les mêmes choses qu'on nous disait C'est au fou, début des hein? années 90. C'est fou. Mais je pense que c'est du wishful thinking. Tu sais, il y en a qui rêveraient que ce soit le cas, là, Ouais. que les jeunes Ouais. décrochent. Là. Ouais. Mais non, parce que c'est un projet tellement exaltant. C'est normal que les jeunes, ça les intéresse puis se mobilisent. Parce que, voilà, tu sais. Puis là, ceux qui nous disent, oui, mais les États-Unis, tout ça, ben allez demander aux Lettons, aux Polonais puis aux Ukrainiens s'ils veulent renoncer à leur liberté. Ouais. Pourtant, ils sont à côté d'une puissance prédatrice encore plus menaçante, on Tout à pourrait fait. dire objectivement. Mais la liberté, pour les peuples, c'est comme pour les individus, c'est pas juste pour les premiers de classe, on y a tous droit. Et puis, je pense que voilà, le Québec a la maturité, le talent pour y arriver. Comment mieux finir cette émission? On a la maturité pour y arriver. Merci, Éric. Merci. Merci infiniment d'être venu à mon émission. Alors, je rappelle à tout le monde, année de ferveur 87-95, le récit de Éric dans les coulisses du pouvoir, Oui, on les pourrait coulisses dire. du référendum. Les coulisses, en tout cas, d'un parti, oui. Et les 3 tomes, figures marquantes de notre histoire, 1, 2 et 3, tout ça à lire, disponible à la librairie à lire juste à côté. Merci, Éric. Merci beaucoup, Denis. À bientôt. On se retrouve bientôt. après la pause avec Anne Deléan. À tantôt. Alors, de retour donc à Dimanche, on lit. Écoutez, pour ma deuxième demi-heure d'émission, je rappelle que les livres dont on parle à l'émission sont disponibles à la librairie à lire, juste à côté ici, à Trois-Portes. Alors, l'émission, d'ailleurs, se fait en collaboration avec la librairie à lire. Alors, on change totalement d'univers. En fait, pas tant que ça. Hein? On vient de parler d'histoire du Québec. On vient de parler des années du référendum avec Éric Bédard. On reçoit Anne Deléan. Bonjour, Anne. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? C'est drôle parce que moi et Anne, on a travaillé ensemble il y a à peu près 1 an de ça, Exactement. sur Indéfendable. Sur la série Indéfendable, oui. Alors là, on se retrouve ici aujourd'hui, moi du côté de l'animateur. Écoute, Anne, bon, tu réalises, tu es réalisatrice. Oui. Tu as travaillé sur Indéfendable, Alerte, sur un paquet d'affaires. Oui. Tu as écrit des essais un peu avant. Tout à fait. Historique. Des livres d'histoire. La série, sans faire d'histoire, sans faire plus d'histoire sur les anecdotes derrière les grands faits du Québec, là, les grands événements qui se sont passés au Québec. OK, donc tu as vraiment une passion pour l'histoire, on dirait tout ça? Oui, en fait, j'ai un intérêt pour l'histoire. Je trouve que c'est très riche, là, Ouais. comme notre histoire du Québec est très, très riche. Puis aussi, tu sais, ça informe beaucoup ce qui se passe maintenant. Donc, c'est quelque chose que... Tu dis que le passé je parle cultive. pour le présent. Exactement. Ouais, OK. Là, tu as écrit quelque chose qui m'a fait vraiment triper. Faut que je te le dise, là. OK, ça s'appelle « Elle devient rafale ». Bon. Comment l'expliquer en 2 mots, dans mes mots? Ça se passe, il y a une unité de temps. Ça se passe pendant la tempête du siècle, en mars 71. Pour les plus jeunes, vous ne savez pas du tout de quoi on parle. Même toi, d'ailleurs, j'imagine, tu ne sais pas pantoute. Tu n'étais pas né en 71. Moi, j'étais quand même jeune. Jean-Yves, qui est à côté ici, n'a pas connu ça non plus. Bon, moi, je l'ai connu, mais j'étais quand même jeune. En 71, il y a eu une tempête où il y a eu 18 pieds de neige. Là, je ne sais pas trop. Tout a été bloqué pendant une semaine. Je pense qu'on... Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une tempête aussi grosse depuis. C'est vraiment une tempête phénoménale dont on parle encore. Et toi, tu cites ton action ce soir-là, enfin cette nuit-là, et tu nous fais suivre 3 personnages. C'est un roman à 3 voix, en fait. En fait, pas à 3 voix. Il y a une narratrice qui parle de 3 personnages. Tous aussi intéressants les uns que les autres. Sérieux, là, c'est vraiment le fun. Des personnages qui vivent... À la fois, il y a la tempête, puis eux-mêmes, ils sont dans une tourmente personnelle. D'ailleurs, la fin du personnage de René, que je ne compterai pas, je ne serai pas un spoiler, m'a beaucoup traumatisé. J'aurais aimé ça que ça finisse bien pour lui. Mais bon, ça a fini. Ah. Mais donc, on suit ces 3 personnages-là, puis j'ai trouvé, en tout cas, Anne, que ça paraissait que tu étais réalisatrice dans ta façon d'écrire. Parce que les chapitres, tu as des chapitres d'à peu près 4-5 pages sur chaque personnage. Puis là, on va à un autre, on revient. À mon avis, la longueur des chapitres est comme parfaite, là, parce qu'on embarque dans un personnage pendant 10 minutes. Le whoop, on repart sur un autre personnage, puis on veut savoir qu'est-ce qui arrive, un peu comme au cinéma, en fait. Tu vois que tu as une écriture cinématographique. C'est-tu voulu, ça? En fait, je me suis rendu compte de ça en l'écrivant. Okay. Je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin que ça soit très visuel, puis que ça soit, qu'on entende, qu'on sente, qu'on vive les affaires, les émotions, puis le cadre autour de l'histoire. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant ce projet-là. Là. OK, c'était pas prémédité de ta part. Non, c'est vraiment, ça s'est comme déployé. La structure, c'est comme imposé à toi oui. en période d'écriture. Ça va ça avant.
Exact. Ben, moi, j'avais fait la structure de mon histoire. Je savais où mes personnages s'en allaient. Mais la façon dont les chapitres se sont condensés, puis tout ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que c'était probablement une déformation professionnelle, tu sais, de mon travail de réalisation, qu'il fallait que ça punch, puis que ça passe. Puis pourquoi cet événement-là? Pourquoi cet événement précis-là, tu as choisi, ça aurait pu être le soir du référendum, justement, ou je sais pas trop quoi, là, mais... Oui, en fait, tu sais, quand j'avais fait mes deux livres précédents, j'avais fait de la recherche sur la tempête du siècle pour peut-être inclure dans mes livres d'anecdotes. Puis finalement, bon, ça n'avait pas été considéré pour le projet, mais je trouvais que cette tempête-là avait été quand même très, très, très marquante, là, tu sais, la ville, la province au complet a été paralysée, puis je trouvais que ça faisait comme un arrière-plan vraiment trippant pour camper une histoire. Puis plus je travaillais dessus, plus je me suis rendu compte, mars 71, c'était la fin des procès du FLQ. C'était les dernières années de la Révolution tranquille. Fait que je trouvais que, tu sais, au niveau, pour 3 histoires d'identité, c'était l'arrière-plan là, idéal parce que c'était vraiment, tu sais, avec le FLQ, on avait l'identité nationale, avec la Révolution tranquille, l'identité sociale qui était en train de changer. Donc, ça s'est comme imposé de soi, là. OK. C'est vraiment... Puis, j'ai parlé de ton écriture très... j'ai trouvé... Oui, ça, c'est vraiment vrai. Ce qui est vraiment très intéressant, là, je te le dis en toute franchise, je te le dis comme je le sens, ton analyse psychologique des personnages est vraiment très, très, très tripante. Tu sais, c'est assez fin, c'est comme de la dentelle. Puis les dialogues aussi sont écrits de façon très nuancée. On embarque avec les personnages. Tu sais, on vient... Pourtant, tu sais, bon, une mère de famille qui est née en 1950, qui a eu un enfant un peu forcé, tu sais, bon, j'ai pas de temps en commun. On pourrait penser qu'on n'a pas de temps en commun, mais on la suit, on embarque dans son affaire. Bon, et le Télécino me dit que je dois arrêter pour la pause. Alors, on va aller à 2 minutes de pause, les amis. Vous êtes à Dimanche en lit. Prenez-vous pas un autre café, prenez-vous un verre d'eau, ça va être mieux. Puis on est de retour avec Anne Deléan. Dans 2 minutes. Oui, donc, de retour donc avec Anne Deléan pour son roman Elle devient rafale aux éditions... C'est quoi? C'est Québec-Amérique. Québec-Amérique, c'est ça. Donc, je te parlais de la... Écoute, oui, j'ai lu ça en une soirée. Okay? J'ai lu ça en une soirée parce que, à la fois, comme je te dis, le rythme des changements de personnages, tac, tout ça, on a le goût d'en savoir. Puis, l'écriture est très fine, la lecture psychologique des personnages fait en sorte qu'on a le goût d'embarquer. Il y a un personnage qui s'appelle... Bon, juste pour pas nommer, il y a un personnage qui s'appelle René, là-dedans, qui est un genre de jeune homme qui veut faire sa place dans la vie, qui a subi beaucoup d'intimidation dans sa vie, puis là, qui se ramasse à travailler pour un journal de la ville, puis qui essaie de faire sa place, puis ça n'arrive pas trop. T'as une mère qui est un peu désabusée, qui est tombé en amour avec un homme il y a quelques années, qui a fait un enfant, mais qui ne l'a pas trop voulu, puis qui se retrouve travailler dans une banque, puis qui se ramasse un peu désabusé, qui fait un constat ce soir-là. D'ailleurs, la tempête est bonne, puis ça, c'est comme un arrêt. Hein? Oui. Tout le monde, les personnages sont comme arrêtés, puis ça crée comme un moment où les personnages réalisent des choses. Elle, en tout cas, cette dame-là, je ne me rappelle plus de son prénom. Marie. C'est Marie, voilà. Puis l'autre, c'est une jeune fille qui va vivre quelque chose de très spécial. Elle va partir sur le pouce avec des chums. On va se faire ramasser à des gars, ils s'en vont à Montréal. Mais ça va pas du tout virer, parce que là, ils vont avoir la tempête de neige. Ils vont rester pris dans la neige d'autoroute. Et ils vont se ramasser dans un hôtel, puis ils vont rencontrer des gens. En tout cas, bref, elle est bien inquiète parce que ses parents sont pas au courant. T'sais, on n'est pas à l'époque des cellulaires. Là. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de façon de contacter personne s'il y avait un drame. Fait que t'as ces 3 personnages-là qui, avec la tempête qui gronde, ça, c'est le fun. Parce que l'arrière-plan de la tempête, du drame qui se joue, on le vit ça bien dans le roman. T'sais, on l'embarque. Mon Dieu, mais comment ils ont fait? Tu le décris bien. Sur l'autoroute, les autos qu'on ne voit plus tellement il y a de neige. Et même le danger qui vient avec ça, c'est-à-dire des personnes âgées dont tu parles dans le roman, qui sont prises sur l'autoroute avec pas de moyens. C'était pas... Justement, on n'a pas de cellulaire, on ne peut pas appeler des dépanneuses. Fait que... il y a dû y avoir des morts, d'ailleurs. Je sais pas si il y a eu des morts. Oui, il y a eu quelques morts. Plusieurs crises cardiaques dues au pelletage d'entrée, mais il y a eu quand même assez... Je pense qu'il y a eu quelques morts pendant cette tempête-là. Donc, on suit ça. Écoute... comment je te dirais ça? C'est un réel talent d'écriture que tu as, Anne. Je dis,
c'est à la fois le rythme puis à la fois l'écriture qui fait en sorte qu'on embarque dans ce truc-là. Toi, quoi? On t'a écrit des essais, mais là, c'est ton premier roman. Tu t'es lancé comme ça, là. Oui, j'ai... c'est ça. Donc, tu sais, j'avais envie d'essayer ça, tu sais, le roman. Puis, tu sais, moi, je travaille en cinéma, en télévision, puis on travaille aussi dans la contrainte, tu sais. Puis je trouvais qu'avec le roman... Tout à coup, c'était la liberté totale. Là. Je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais... Puis j'avais en train de dire que dans le cinéma et la télévision québécoise, on n'a pas tous les moyens qu'on voudrait avoir pour faire ce qu'on voudrait faire. Disons qu'il y a du compromis à faire, mais là, il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, je vais essayer ce genre-là, puis c'est ce que ça a donné. Donc, Puis en même temps, en le campant dans l'historique, moi, ça me donnait un défi, j'essayais vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches pour La Tempête. Comme ma mère était infirmière à l'Hôtel Dieu de Québec, puis c'est des gens en motoneige qui sont venus chercher les infirmières pour aller les... Donc, tu sais, il y a plusieurs choses qui ont été recherchées, là, c'est pas... Donc, ça me donnait ce petit défi-là, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. T'es comme un peu... tu sais, Pierre Falardeau, il disait toujours que... Tu sais, Pierre, on l'a beaucoup empêché de tourner pour toutes sortes de raisons politiques et ça, machin. Bon. Puis il disait, moi, tu sais, Pierre, c'est un artiste. Si on m'empêche de tourner, je vais dire mes affaires, je vais écrire, ou je vais faire de la peinture, ou je vais faire du mime. Mais tu sais, t'es une artiste, donc en plus de réaliser, tu as ce besoin-là de te livrer avec d'autres médiums, en fait. Oui, tout à fait. Okay. Puis je trouvais que le roman, c'était le médium parfait pour justement là, expérimenter la liberté de raconter une histoire à ma façon. Oui, OK. As-tu d'autres projets de roman en ce moment? Écoute, là, pour l'instant, j'ai pas le besoin d'en faire pour... Tu sais, si j'ai pas quelque chose à dire, j'en ferai. J'écrirai pas pour écrire, là. Ça, c'est pas... j'ai d'autres... j'ai des beaux projets en télévision, j'ai des beaux projets ailleurs, mais tu sais, donc, pour l'instant, tant que je tiens pas l'histoire... tu ne veux pas raconter n'importe quoi. Exactement. Il faut que ça vienne vraiment d'une pulsion, puis tu dis, OK, là, j'ai le goût d'écrire ça, il faut que j'écrive ça maintenant. Oui. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu lis comme lectrice? Là, de ce temps-ci, beaucoup de scénarios. OK. Fait que, mais en fait, moi, au niveau de la lecture, c'est assez diversifié. Pour l'instant, là, je lis Luxé de Laurence Provencher, qui est une auteure québécoise. Oui. Des fois, je lis aussi beaucoup de romans de policiers. Donc, tu sais, ça varie, là, c'est vraiment... T'es vraiment éclectique dans tes choix littéraires. Tout à fait. Bon, merveilleux. Écoute, on revient dans 2 minutes. Merci, Anne. Je dis à tout le monde, on prenait pas un autre café, prenez, je sais pas, un verre de jus d'orange. Vous avez pris 3 cafés, un verre d'eau. Maintenant, prenez un verre de jus d'orange, on revient dans 2 minutes. J'arrive et mort de rire, il s'en peut plus que les affaires que je trouve pour passer le temps. Alors, on se retrouve dans 2 minutes. Bon, on est de retour à Dimanche on lit. Dans la poche, je disais à Anne que j'ai vraiment trippé sur son roman, mais que je disais, maintenant, depuis que je fais cette émission-là, littéraire, les amis, les maisons d'édition m'envoient évidemment plein de livres. Des fois, ils m'envoient des listes, puis je choisis des affaires qui m'intéressent, mais depuis quelque temps, ils m'envoient sans que je demande rien. Fait que ma table de chevet dans mon salon, écoutez, c'est juste pas de bon sens, c'est une montagne de livres. Mais je trouve ça hyper trippant. OK, j'arrive chez nous le soir, puis je vois cette montagne-là, ça me rassure, je trouve ça vraiment... Moi, j'aime l'objet livre. Hein. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans mon émission, mais l'objet livre, pour moi, c'est trippant. Des fois, ils me disent « on va t'envoyer le format PDF. » Non, je veux pas avoir le livre en PDF. Je veux avoir le roman, je veux avoir la patente, parce que l'objet livre, pour moi, ça a quelque chose, c'est comme un coffre au trésor. Tu l'as devant toi comme ça, l'odeur aussi, mais aussi, tu sais pas ce qu'il y a dedans encore, mais tu sais, enfin, la plupart du temps, ça va être le fun. Tu vas avoir des surprises, tu vas être touché, tu vas être ému, tu vas rire, tu vas te faire raconter des histoires. L'objet livre, pour moi, ça reste quelque chose de... Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Moi, à Noël, les gens me donnent des livres parce qu'ils savent que j'aime les... Mais c'est ça, là, comme j'en reçois un paquet, je suis obligé de faire des choix. Puis les choix sont pas toujours... Bon, là, Éric, l'histoire du Québec et tout ça, c'est évidemment que ça m'intéresse. Mais au niveau des romans, c'est difficile de savoir pourquoi je lirais. J'en ai 10 devant moi. Ils ont toutes l'air... Des fois, c'est la couverture, mais des fois... C'est ça, c'est une impression. Puis là, je suis tombé là-dedans un soir. Écoute, c'est 200 pages, j'ai lu ça dans une soirée. Pour toutes sortes de raisons, j'ai été touché, ému, j'ai embarqué là-dedans.
Vraiment, ça a été un coup de cœur, je peux le dire, là, Anne. Là, c'est vraiment un coup de cœur. Tu as vraiment beaucoup de talent. Je saurais trop recommander aux gens. As-tu d'autres projets? Bon, là, tu me disais que littéraire, il faut que tu aies un coup de cœur, mais tes projets cinématographiques en ce moment, qu'est-ce qu'il y a devant toi, là? Oui, bien, en fait, j'ai une série qui sort le 4 décembre, la série Alerte Pelletier, qui est au Club Illico, qui est comme un spin-off de la série Alerte, qui se concentre sur le personnage de Guillaume Pelletier qui part pour sa fête dans un chalet, puis là, il va arriver quelque chose, et là, ben, il sera pris dans un drame là-bas. Donc, c'est ça, puis il y a Indéfendable aussi qui continue sur les ondes de TVA. OK. As-tu des projets cinéma? Tu veux-tu faire du cinéma? Oui, t'aimes le format télé, toi? J'aime beaucoup le format série. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un format dans lequel j'aime beaucoup décliner des personnages. J'aime beaucoup, tu sais, faire une histoire là, qui se déploie. Ça, je trouve ça super. C'est sûr que, tu sais, au niveau du cinéma, tu sais, il y a des... c'est sûr qu'il y a de l'intérêt là, à développer des choses. Puis peut-être même qu'elle devient Rafale en fera partie, sait-on jamais. Là. Ton coup de cœur cinématographique de la dernière année, Anne? Ah, c'est difficile à dire. Hein? Mettons, au Québec, puis à l'international, mettons. Hey, ça serait vraiment difficile à dire. Vraiment difficile à dire. Oui, là, tu me prends à brûle pour point. Puis, non, et toi, Denis, t'en as-tu un? Tu me prends à brûle pour point aussi. Je vois tellement d'affaires, en fait. Oui, ça devient difficile. Bon, évidemment, la série Empathie, c'est un peu dur à passer à côté. Tout le monde aimait ça au Québec, la série Empathie. Qu'est-ce que j'ai vu comme film ou comme série dernièrement? Écoute, moi non plus, effectivement, je vois tellement l'affaire qu'on dirait qu'on est bombardé d'images. Hein? Mais il y a des bonnes choses qui se font ici. Puis je pense qu'il faut, autant au niveau lecture qu'au niveau cinéma ou au niveau télé, je pense que ça vaut la peine d'essayer des affaires. Ben moi, je le constate. On parlait de livres, mais tu sais, moi, mon émission, c'est à 95% des romans québécois ou des essais québécois. Je parle de la culture québécoise, ça me semble. C'est déjà compliqué, la littérature, de percer, de faire en sorte qu'un livre se rende au lecteur. Hein. C'est déjà compliqué. C'est compliqué pour toutes les formes d'art. Là. Le cinéma, on ne parle même pas de la peinture, la danse, la littérature. Si on parle à l'international, en tant que tel, mais pour la culture québécoise, c'est encore plus difficile. En ce moment, tu sais, tu es au courant, tu es là-dedans. Le combat que le Québec mène pour la préservation de sa culture, la lutte aux GAFAM qui ramassent tous les budgets et que notre cher gouvernement Carney a d'ailleurs aboli la taxe numérique qui aurait pu faire en sorte que toi, Anne, puis d'autres réalisatrices et réalisateurs au Québec puissent avoir plus de sous pour réaliser les projets, pour faire ce qu'ils ont en tête. Parce que, évidemment, on le sait, les Google, Netflix de ce monde ramassent des milliards, Facebook, sans qu'ils soient, pour le moment, sans qu'ils soient redevables au Québec. Bon, alors donc, c'est mon petit éditorial du moment, mais il faut continuer ce combat-là, c'est important, c'est pour notre culture, pour notre langue. C'est pour ça que moi, je pousse plus dans mon émission pour les romans ou les essais du Québec, parce que je trouve que c'est pas facile. On fait de la littérature extraordinaire au Québec, on fait du cinéma extraordinaire, on fait de la télé des catégories mondiales, puis Anne est là-dedans. Je trouve que ça vaut la peine qu'on découvre ces réalisateurs, réalisatrices, auteurs, autrices qui font des choses formidables. Donc, les amis, merci Anne d'être venue aujourd'hui. Encore une fois, je rappelle aux gens, Elle devient Rafale aux éditions Québec-Amérique. Ça va être disponible en vitrine chez Librairie à lire à partir de maintenant. En fait, ça l'est déjà. Alors, c'était ma suggestion de cette semaine. Mes suggestions. À bientôt. Merci Anne. Merci Jean-Yves. Merci beaucoup. Alors, dans 2 semaines. Salut tout le monde. FM 103.3